Seul dans le salon, le millionnaire surprend sa femme de ménage dansant en secret. Mais personne n'aurait pu imaginer ce qui se passerait après cet instant. La pluie battait contre les vitres du 42e étage, créant un rythme hypnotique qui résonnait dans le bureau vide. Paris dormait en contrebas, ses lumières néons se reflétant dans les flaques d'eau qui se formaient sur les avenues animées. Dr François Mercier ajusta le nœud de sa cravate Hermès et jeta un dernier regard aux documents éparpillés sur son bureau en acajou. Encore une journée de victoire. Encore un contrat de plusieurs millions conclu. Encore une confirmation que le contrôle absolu était en effet la seule façon de rester au sommet. À 42 ans, François avait bâti un empire juridique que peu osaient défier. Le cabinet Mercier & Associés occupait 3 étages, entiers d'un des immeubles les plus convoités de la Défense, et sa clientèle incluait aussi bien des multinationales que des personnalités politiques éminentes. Chaque étape de sa carrière avait été calculée avec une précision chirurgicale, chaque décision personnelle subordonnée à l'objectif plus large de maintenir sa réputation immaculée et son autorité incontestable. François ne croyait pas aux coïncidences, au destin ou à toute autre force échappant au contrôle de la raison. Pour lui, les émotions étaient des variables incontrôlables qui transformaient des hommes intelligents en créatures prévisibles et vulnérables. Il avait appris cette leçon encore jeune, en observant des collègues brillants détruire des carrières prometteuses à cause de relations mal calculées, de divorces scandaleux ou de passions qui les aveuglaient face à des opportunités cruciales. Sa vie personnelle reflétait cette philosophie, organisée, discrète et stratégique. Des relations sporadiques avec des femmes de son cercle social, toujours avec des règles claires et des attentes bien définies. Pas de promesses, pas de mélodrame, rien qui puisse être interprété comme une faiblesse par les concurrents qui cherchaient constamment des failles dans son armure professionnelle. C'est pourquoi, lorsqu'il descendit chercher un dossier, oublié aux archives, en cette nuit de mardi de mars, François était complètement pris au dépourvu par ce qu'il allait découvrir. Le service des archives se trouvait à l'étage inférieur, un labyrinthe d'étagères métalliques et de dossiers, organisés avec la même précision militaire qui caractérisait tout le cabinet. L'éclairage automatique s'était éteint depuis des heures, mais une douce lumière filtrait par l'une des portes entr'ouvertes. François fronça les sourcils. Tous les employés étaient partis depuis au moins 2 heures. Qui pouvait être là à 7 heures? Il s'approcha silencieusement, prêt à trouver un agent d'entretien, ou peut-être un stagiaire qui avait perdu la notion du temps. Au lieu de cela, il tomba sur une vision qui le paralysa complètement. Entre les étagères chargées de documents juridiques, son assistante dansait. Claire Dubois, 28 ans, diplômée en droit de la Sorbonne, embauchée 8 mois plus tôt après une sélection rigoureuse qui avait éliminé plus de 200 candidats. Compétente, discrète, ponctuelle. Quelqu'un que François respectait professionnellement, mais qu'il n'avait jamais vraiment regardé au-delà de son efficacité, impeccable et de son attitude toujours réservée. Mais à ce moment-là, avec des écouteurs et les yeux fermés, Claire était une autre personne. Ses mouvements coulaient avec une grâce naturelle qui contrastait dramatiquement avec l'environnement austère autour d'elle. Ce n'était pas une danse chorégraphiée ou artificielle, c'était de la pure expression, comme si elle était seule, au monde et enfin libre d'être qui elle était vraiment. François resta immobile à la porte, incapable de détourner le regard. La façon dont elle bougeait les bras, dont son corps répondait à la musique que seule elle pouvait entendre, comment un sourire sincère illuminait son visage habituellement sérieux. C'était la première fois qu'il la voyait vraiment sourire, réalisa-t-il avec surprise. Au bureau, Claire maintenait toujours une expression professionnelle, cordiale mais distante. La musique a dû se terminer, car elle s'arrêta brusquement, ouvrant les yeux. Pendant un moment terrible, François pensa qu'elle l'avait vue, mais Claire retira simplement ses écouteurs, les rangea dans son sac et commença à organiser quelques documents sur une table proche. Elle était là à travailler tard, comme elle le faisait souvent, et avait profité d'un moment d'intimité pour se détendre. François recula silencieusement, oubliant complètement le dossier qu'il était venu chercher. Il remonta à son étage dans un état de profonde perturbation, incapable de traiter complètement ce qu'il venait de voir. Ce n'était pas seulement la danse en elle-même qui l'avait touché, mais la vulnérabilité, l'authenticité de ce moment.
Pendant des années, François s'était entouré de personnes qui, comme lui, portaient constamment des masques professionnels. Voir quelqu'un de vraiment libre, même pour quelques minutes, avait éveillé quelque chose en lui qui était resté endormi depuis longtemps. Dans les jours qui suivirent, François se surprit à observer Claire avec des yeux complètement nouveaux. Pendant les réunions matinales, quand elle présentait des rapports avec sa précision habituelle, il s'imaginait quelle musique elle écouterait si elle était seule. Quand elle souriait poliment aux clients, il se rappelait le sourire radieux qu'il avait vu cette nuit-là aux archives. Claire commença à remarquer les changements subtils dans le comportement de son patron. François, qui auparavant se limitait à des interactions strictement professionnelles, se mit à poser des questions sur sa formation, ses intérêts, ses opinions sur des cas spécifiques. Ses instructions devinrent moins sèches, ponctuées de moments de courtoisie sincère qui la surprenaient. « Claire, que pensez-vous de la stratégie de défense que nous avons préparée pour l'affaire Fernandes ?» demanda-t-il un jeudi matin, après qu'elle eut remis un rapport sur la jurisprudence. « Je pense qu'elle est solide, docteur Mercier, » répondit-elle, hésitante face à son intérêt inhabituel. « Bien que j'aie quelques réserves concernant l'approche vis-à-vis des témoins. » Quel genre de réserve? Claire parut surprise de cet encouragement. Dans le passé, François demandait rarement des opinions au-delà de celles strictement nécessaires pour le travail. Eh bien, les déclarations sont contradictoires sur des points spécifiques qui pourraient être exploités par l'accusation. Je pense qu'il serait prudent de préparer un plan alternatif au cas où ils identifieraient ces incohérences. François acquiesça lentement, impressionné par la perspicacité de l'analyse. Excellente observation. Que diriez-vous de développer cette ligne de raisonnement et de présenter vos suggestions demain? Bien sûr, avec plaisir. Quand Claire quitta le bureau, François resta assis pendant plusieurs minutes, réfléchissant à l'intelligence vive qui s'était révélée dans cette brève conversation. Il avait toujours su qu'elle était compétente, mais il commençait à réaliser qu'il avait considérablement sous-estimé ses capacités. Plus troublant encore était la façon dont l'enthousiasme de Claire en discutant des stratégies juridiques l'affectait. Il y avait une énergie contagieuse dans sa passion pour le droit qui éveillait en lui un intérêt allant bien au-delà du professionnel. François commença à créer des prétextes pour prolonger ses interactions avec Claire. Des réunions inutiles, des révisions de documents qui auraient pu être résolus par email, des demandes de recherche qu'il aurait normalement déléguées à d'autres employés. Chaque conversation révélait de nouvelles facettes de sa personnalité. Une intelligence acérée, cachée sous une modestie authentique, une éthique de travail impressionnante, tempérée par la compassion, un sens de l'humour subtil qu'elle se permettait rarement d'exprimer dans l'environnement formel du cabinet. Claire, de son côté, commençait également à remarquer des aspects de François qui restaient cachés durant leurs interactions habituelles. Sous la façade implacable de l'avocat accompli, elle percevait des moments de vulnérabilité authentique, particulièrement quand il parlait de cas impliquant des injustices sociales. Elle découvrit qu'il maintenait une fondation discrète, offrant une assistance juridique gratuite aux familles à faible revenu, un détail qu'il ne mentionnait jamais publiquement. « Pourquoi ne parlez-vous jamais du travail social de la Fondation ?» demanda-t-elle un après-midi, après avoir révisé quelques documents liés au projet. François parut vraiment surpris par la question. « Je ne considère pas que ce soit digne de publicité. L'objectif est d'aider, pas de construire une image. » Mais cela pourrait inspirer d'autres cabinets à faire de même. Peut-être. Ou cela pourrait attirer des opportunistes uniquement intéressés par leur présence dans les médias. Il fit une pause, étudiant son expression. « Qu'en pensez-vous? Devrais-je en parler davantage? Je pense que la discrétion a sa valeur, mais parfois les bonnes actions doivent être vues pour multiplier le bien. » François considéra la réponse avec sérieux. « Perspective intéressante. Avez-vous de l'expérience dans le travail social? » Claire hésita un moment avant de répondre. « Un peu. Avant de travailler ici, j'étais dans un cabinet plus petit, spécialisé dans les droits humains. La rémunération n'était pas importante, mais le sentiment de faire vraiment une différence compensait. Qu'est-ce qui vous a fait changer? » La question touchait un point sensible, et François s'en aperçut immédiatement. L'expression de Claire se ferma légèrement, et elle reprit sa posture professionnelle habituelle. « Des circonstances personnelles, » répondit-elle vaguement. « Parfois, nous devons faire des choix pratiques, n'est-ce pas ?» François acquiesça, respectant sa vie privée,
Mais la réponse ne fit qu'augmenter sa curiosité sur le passé de Claire. Quelles circonstances avaient conduit quelqu'un d'aussi passionné par la justice sociale à abandonner cette voie pour un travail dans un cabinet d'affaires? Les semaines passèrent, et la tension non dite entre eux s'intensifia. C'étaient de petits moments, un regard qui durait quelques secondes de plus, un sourire qui semblait destiné uniquement à l'autre, des conversations qui s'étendaient au-delà du nécessaire. François commença à rester au bureau plus tard, dans l'espoir de trouver Claire travaillant seule. Elle, percevant le schéma, se mit également à prolonger ses heures, créant un rituel silencieux de rencontres fortuites après les heures de bureau. Ce fut pendant l'une de ces nuits que François décida finalement de retourner aux archives. Cette fois, ce n'était pas par hasard. Il avait observé Claire descendre à cet étage plusieurs fois ces dernières semaines, toujours avec ses écouteurs, et sa curiosité était devenue irrésistible. Quand il arriva sur les lieux, il retrouva la même scène qui l'avait hypnotisé des semaines auparavant, Claire dansant entre les étagères, complètement abandonnée à la musique. Cette fois, cependant, François ne se cacha pas. Il resta à la porte, observant ouvertement, s'autorisant à absorber complètement la beauté de ce moment de liberté authentique. Claire sentit sa présence avant de le voir. Elle ouvrit lentement les yeux, retira ses écouteurs et le regarda, sans surprise ni embarras. Pendant quelques secondes interminables, ils se regardèrent simplement, reconnaissant silencieusement que quelque chose de fondamental avait changé entre eux. « Depuis combien de temps m'observez-vous » demanda-t-elle, sa voix douce mais directe. « C'est la deuxième fois, » répondit François honnêtement. « La première était par hasard, celle-ci était intentionnelle. Et qu'avez-vous pensé ? Que vous êtes complètement différente de la personne que je pensais connaître. » Claire sourit. Pas le sourire poli qu'elle réservait au bureau, mais ce même sourire radieux que François avait vu cette première nuit. « Nous sommes tous différents quand personne ne regarde, » dit-elle. « La question est, qui sommes-nous quand quelqu'un nous voit vraiment ?» La question résonna dans le silence qui suivit, chargée d'une signification que tous deux comprenaient parfaitement. François fit un pas dans les archives, réduisant la distance physique entre eux, mais maintenant une distance respectueuse. « Vous dansez toujours ici ?» demanda-t-il. « Seulement quand j'ai besoin de me rappeler qui je suis au-delà des procès et des réunions. Et qui êtes-vous » Claire considéra attentivement la question avant de répondre. Quelqu'un qui croit encore que la vie devrait avoir plus de musique que de silence. François sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une sensation qu'il avait depuis longtemps reléguée au royaume des faiblesses inacceptables. Pour la première fois depuis des années, il souhaitait être différent de ce qu'il était. Il souhaitait être quelqu'un qui pourrait danser entre les étagères d'archives sans se soucier de ce que cela signifierait pour sa réputation ou son autorité. « Je ne sais pas danser, » avoua-t-il, les mots sortant avant qu'il puisse les censurer. « Je peux vous apprendre, » répondit simplement Claire, « si vous voulez apprendre. » L'offre flotta entre eux comme un pont au-dessus d'un abîme. François savait que l'accepter signifierait franchir une ligne qu'il avait passé sa vie entière à respecter. Cela signifierait admettre qu'il y avait des aspects de la vie humaine qui ne pouvaient pas être contrôlés ou calculés, qu'il valait peut-être la peine d'explorer un territoire inconnu, même au risque de se perdre. « Peut-être, » dit-il, finalement. « Peut-être est-il temps d'apprendre de nouvelles choses. » Claire acquiesça, comprenant que la réponse faisait référence à bien plus que la danse. Quand il quitta les archives cette nuit-là, François savait que sa vie soigneusement construite était arrivée à un point d'inflexion. Pour la première fois, la perspective de perdre le contrôle ne le terrifiait pas complètement. En fait, elle commençait à l'exciter. Les changements devinrent plus évidents dans les jours qui suivirent. François se surprit à sourire sans raison particulière, à se distraire pendant des réunions importantes, à remettre en question des décisions qu'il aurait prises automatiquement auparavant. Ses associés remarquèrent les changements subtils dans son comportement, mais les attribuèrent au stress de cas complexes. Claire était également différente, plus confiante, plus disposée à exprimer des opinions, plus présente dans les conversations. La peur qu'elle avait toujours portée, de trop s'exposer, de répéter les erreurs du passé, commençait à céder la place à une curiosité prudente sur ce qui pourrait se passer si elle permettait à cette connexion inattendue de se développer. Là,
danse était devenue une métaphore pour quelque chose de bien plus grand. La possibilité que deux personnes trouvent un rythme commun au milieu du chaos contrôlé de leur vie professionnelle. François ne savait pas encore comment cela se terminerait, mais pour la première fois en des décennies, il était prêt à le découvrir. L'homme qui avait construit toute une carrière basée sur la prévisibilité était sur le point de découvrir que les meilleures choses de la vie arrivent exactement quand nous arrêtons d'essayer de les contrôler. Le premier rayon de soleil du matin filtrait à travers les stores du bureau de François, créant des rayures dorées sur les documents éparpillés sur son bureau. Il était arrivé tôt, comme toujours, mais pour la première fois depuis des années, il n'arrivait pas à se concentrer sur les dossiers qui exigeaient son attention. Son esprit revenait constamment à la conversation de la veille, au moment où Claire lui avait proposé de lui apprendre à danser, à la façon dont elle l'avait regardé quand il avait avoué être prêt à apprendre de nouvelles choses. François se surprit à vérifier l'heure à plusieurs reprises, attendant l'arrivée de Claire avec une anxiété adolescente qui l'irritait profondément. À 42 ans, associé principal de l'un des cabinets les plus respectés du pays, il ne devrait pas se comporter comme un lycéen attendant son premier amour. Mais chaque fois qu'il essayait de rationaliser ses sentiments, l'image de Claire dansant entre les étagères revenait à son esprit, défaisant toutes ses défenses soigneusement construites. Quand elle arriva finalement, à 8 heures précises, comme toujours, François sentit son cœur s'accélérer de façon embarrassante. Claire portait une robe bleu marine qu'il n'avait jamais vue auparavant, plus ajustée que ses vêtements habituels, et il y avait quelque chose de différent dans sa posture. Plus confiante peut-être, ou peut-être était-ce simplement la façon dont elle le salua, avec un sourire qui semblait garder des secrets. « Bonjour, docteur Mercier, dit-elle, plaçant une tasse de café sur son bureau. « Café colombien, comme vous l'aimez. »« Claire, » répondit-il, et pour la première fois, il remarqua combien son nom sonnait différemment quand il le prononçait. Plus doux, plus intime. « Merci. » Elle resta là un moment, organisant quelques documents, et François eut l'impression que tous deux cherchaient une excuse pour prolonger ce moment matinal. Le silence entre eux n'était pas inconfortable, mais chargé d'une tension électrique qui semblait remplir tout l'espace. « La réunion avec les investisseurs de la pétrochimie est à 10 heures, dit finalement Claire. J'ai révisé tous, les contrats et préparé les copies des documents complémentaires. Parfait. Vous m'accompagnerez, n'est-ce pas, si vous le jugez nécessaire. » François hésita un moment. Normalement, il n'aurait pas emmené son assistante à des réunions de haut niveau, mais l'idée de passer 2 heures loin d'elle à ce moment-là semblait insupportable. « Je pense que votre perspective pourrait être précieuse, dit-il. Vous avez une façon d'analyser les contrats qui m'impressionne. » Le compliment fit légèrement rougir Claire, et François ressentit une satisfaction inattendue en voyant qu'il avait été capable de provoquer cette réaction chez elle. Les 2 heures qui suivirent furent une révélation pour François. Pendant la réunion avec les dirigeants de la pétrochimie, Claire resta discrète, prenant des notes et observant attentivement les négociations. Mais François pouvait sentir sa présence d'une manière qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. Chaque fois que leurs regards se croisaient, il sentait une énergie qui le stimulait à être plus articulé, plus persuasif, plus présent. Lorsqu'un des investisseurs souleva une question complexe sur les réglementations environnementales, François regarda instinctivement Claire. Elle acquiesça presque imperceptiblement et nota quelque chose dans son carnet. Quelques minutes plus tard, lors d'une pause dans la discussion, Claire se pencha discrètement vers lui. « La réglementation qu'il a mentionnée a été mise à jour la semaine dernière, » chuchota-t-elle. « Les paramètres ont changé en notre faveur. » François sourit intérieurement. Elle avait anticipé exactement l'information dont il avait besoin pour contrer l'argument de l'investisseur. « Messieurs, » dit François, reprenant le contrôle de la conversation, « je crois qu'il y a quelques mises à jour récentes dans la législation environnementale que vous devriez considérer. » Il présenta les informations avec la précision que Claire lui avait fournie, observant l'expression de surprise sur les visages des investisseurs. Non seulement ils n'étaient pas au courant des changements, mais les nouvelles réglementations rendaient le projet encore plus attrayant financièrement. Quand la réunion se termina, avec un accord préliminaire beaucoup plus favorable que ce que François avait espéré,
Il savait qu'une bonne partie du succès était due à la préparation méticuleuse de Claire. Mais plus que cela, il y avait quelque chose dans le partenariat silencieux qu'ils avaient développé pendant ces 2 heures qui l'excitait profondément. « Excellent travail », dit-il, lorsqu'ils se retrouvèrent seuls dans l'ascenseur. « Votre recherche sur les réglementations a été fondamentale. Merci. J'ai pensé que cela pourrait être pertinent. Comment saviez-vous pour la mise à jour? Elles n'ont été publiées qu'il y a 1 semaine. » Claire sourit avec une touche de fierté. « J'ai l'habitude de suivre tous les changements législatifs qui peuvent affecter nos clients. Je le fais tous les matins avant les heures de bureau. » François la regarda avec une admiration sincère. « Tous les jours? Tous les jours. C'est une façon de rester à jour et utile. » Le mot « utile » le dérangea. Il y avait quelque chose d'autodépréciatif dans la façon dont elle l'avait prononcé, comme si sa contribution n'était qu'une question de fonctionnalité. « Claire, » dit-il, sa voix plus sérieuse, « vous n'êtes pas seulement utile. Vous êtes essentiel. » L'ascenseur s'arrêta à leur étage, mais aucun des deux ne bougea immédiatement. Le mot « essentiel » flottait entre eux, chargé d'une signification qui allait bien au-delà du professionnel. Finalement, les portes s'ouvrirent à nouveau et ils sortirent, retournant au rythme normal du bureau. Mais quelque chose avait changé. François passa le reste de la journée à repenser à ce moment dans l'ascenseur, à la façon dont Claire avait réagi quand il avait dit qu'elle était essentielle, à la façon dont ses yeux s'étaient illuminés un instant avant qu'elle ne reprenne sa posture professionnelle. Cet après-midi-là, François prit une décision qui le surprit lui-même. Au lieu de travailler tard, comme il le faisait toujours, il rangea son bureau à 6 heures et se dirigea vers le département où Claire travaillait. « Claire, dit-il, s'arrêtant devant son bureau, avez-vous des projets pour le dîner ?» Elle leva les yeux des documents qu'elle révisait, clairement surprise par la question. « Des projets? J'aimerais vous inviter à dîner, pour discuter des stratégies pour l'affaire de la pétrochimie, » ajouta-t-il rapidement, offrant une excuse que tous deux savaient n'être que partiellement vraie. Claire hésita un moment, et François put voir le conflit interne se dérouler dans son expression. Finalement, elle acquiesça. Ce serait intéressant pour discuter des stratégies. François choisit un restaurant discret au Marais, loin du circuit habituel des avocats d'affaires. L'endroit était accueillant, avec un éclairage doux et une atmosphère qui invitait aux conversations intimes. Quand ils arrivèrent, François se rendit compte qu'il n'était jamais sorti dîner avec une employée. En fait, ces dernières années, il dînait rarement avec quiconque n'était pas strictement nécessaire à ses affaires. « Cet endroit est charmant », commenta Claire, observant la décoration éclectique du restaurant. « Vous venez ici souvent ?»« En fait, c'est la première fois », admit François. « J'ai cherché quelque chose de différent. » Ils s'assirent à une table dans un coin, protégés par des plantes ornementales qui créaient une sensation d'intimité. François commanda une bouteille de vin rouge et pendant quelques minutes, ils essayèrent de maintenir la conversation sur des sujets sûrs, l'affaire de la pétrochimie, d'autres clients, les tendances du marché juridique. Mais progressivement, à mesure que le vin détendait leurs défenses habituelles, la conversation dériva vers des territoires plus personnels. « Puis-je vous poser une question indiscrète ?» dit François, faisant tourner son verre entre ses mains. « Cela dépend. » De son indiscrétion. Pourquoi une avocate diplômée de la Sorbonne travaille-t-elle comme assistante? La question que François voulait poser depuis des mois était enfin sortie. Claire resta silencieuse un long moment et il craignit d'avoir franchi une limite. « C'est compliqué, dit-elle finalement. J'ai du temps. J'ai dû... » Claire soupira, luttant visiblement avec les détails qu'elle devait partager. « Avant de travailler dans votre cabinet, j'étais dans un cabinet plus petit, spécialisé dans les droits humains et les causes sociales. C'était exactement le genre de travail que j'avais toujours voulu faire, aider des personnes qui en avaient vraiment besoin, lutter contre les injustices, faire une réelle différence. » Elle fit une pause, prenant une gorgée de vin avant de continuer. « Le problème, c'est que mon patron, il avait une vision très spécifique de la façon dont les jeunes femmes devaient se comporter dans l'environnement de travail. Particulièrement celles qu'il considérait comme prometteuses. » François sentit un serrement dans l'estomac. « Il vous a harcelé ?» ?»« Pas exactement. C'était plus subtil que ça. Des invitations à des discussions de cas à des heures, étranges.
des commentaires sur mon apparence déguisée en feedback professionnel, des insinuations que ma progression dans ma carrière dépendait de ma flexibilité personnelle. La colère que François ressentit le surprit par son intensité. « Vous l'avez dénoncé ?» Claire rit amèrement. À qui il était respecté dans la communauté juridique, avait des connexions politiques importantes. Je n'étais qu'une jeune avocate essayant de s'établir. Qui m'aurait cru? Et alors un jour, il est allé au-delà des insinuations. Lors d'un voyage de travail à Bruxelles, il a rendu très clair quel type de collaboration il attendait de moi. Claire s'arrêta, sa voix tremblant, légèrement. J'ai dit non, bien sûr. Et la semaine suivante, j'ai découvert que tous les cas importants que je menais avaient été transférés à d'autres avocats. Mon travail a été réduit à des recherches basiques et des tâches administratives. François resta silencieux, la laissant raconter l'histoire à son rythme. J'ai tenu encore quelques mois, espérant que les choses s'amélioreraient, mais j'ai réalisé qu'il sabotait systématiquement ma carrière. Tout client qui manifestait sa satisfaction de mon travail recevait des commentaires sur mon inexpérience. Tout succès que j'obtenais était minimisé ou attribué à d'autres. Personne. Pourquoi n'avez-vous pas cherché un autre cabinet dans le même domaine? J'ai essayé, mais il avait de l'influence. Quand des cabinets me demandèrent des références, les évaluations qu'ils fournissaient étaient techniquement positives, mais pleines de sous-entendus qui décourageaient l'embauche. Compétente, mais peut-être pas adaptée à de plus grandes responsabilités. Intelligente, mais pourrait avoir des difficultés dans des environnements plus exigeants. Claire soupira profondément. Finalement, j'ai réalisé que je devais recommencer dans un domaine complètement différent si je voulais continuer à exercer le droit. Le droit des affaires était le plus éloigné que je pouvais trouver de son monde. Et quand j'ai vu le poste dans votre cabinet, j'ai pensé que ce serait une chance de reconstruire ma réputation progressivement. François resta silencieux plusieurs minutes, traitant l'histoire qu'il venait d'entendre. Finalement, il parla. « Je suis désolé pour ce que vous avez traversé, et je suis désolé que le système ait permis que cela se produise. Ce n'était pas votre faute. Non, mais cela fait partie d'un schéma plus large. Combien de femmes talentueuses ont été éloignées de la profession par des hommes comme lui? Combien de carrières ont été détruites par cette culture du silence? » Claire l'observa avec surprise. « Je ne m'attendais pas à cette réaction. » « Quelle réaction attendiez-vous? » ?»« Je ne sais pas. De l'inconfort, peut-être. Un changement de sujet. La plupart des hommes en position de pouvoir préfèrent ne pas entendre parler de ces choses. »« Je ne suis pas la plupart des hommes, » dit François, et il réalisa qu'il disait la vérité. Il y a seulement quelques semaines, peut-être qu'il aurait effectivement détourné la conversation. Mais quelque chose avait changé en lui, et vous méritez beaucoup plus que ce que vous recevez actuellement. Que voulez-vous dire? François hésita. Ce qu'il était sur le point de dire pourrait tout changer entre eux. Je veux dire que vous devriez pratiquer le droit, pas organiser des archives. Je veux dire que vos analyses juridiques sont les plus perspicaces que j'ai jamais entendues. Je veux dire que gaspiller votre talent dans des tâches administratives est un crime contre la justice. Claire resta silencieuse, ses yeux fixés sur les siens. Et que proposez-vous? Que nous retournions au bureau et élaborions un plan pour changer cela. Le dîner se prolongea 2 heures de plus, pendant lesquelles ils discutèrent de possibilités, de stratégies et de rêves. François parla de sa vision de transformer le cabinet en un lieu plus humain et inclusif. Claire partagea sa passion pour des cas qui faisaient vraiment une différence dans la vie des gens. Quand ils quittèrent finalement le restaurant, il était presque minuit. François proposa de la raccompagner chez elle, et pendant le trajet, ils parlèrent de musique, de livres, de voyages qu'ils aimeraient faire. C'était la première fois depuis des années que François se sentait véritablement connecté à une autre personne. Quand ils arrivèrent à l'immeuble de Claire, à Montmartre, elle hésita avant de sortir de la voiture. « François, dit-elle, utilisant son prénom sans le titre formel pour la première fois, merci pour cette soirée, pour m'avoir écouté, pour avoir vu quelque chose en moi que j'avais moi-même oublié. »« Claire, répondit-il se tournant pour la regarder, vous êtes extraordinaire, et tout homme qui ne parvient pas à voir, cela est un idiot. » Pendant un moment, ils se regardèrent en silence, et François sentit une attraction magnétique qui le tirait vers elle. Il serait si facile de se pencher et de l'embrasser. Ce serait aussi naturel que de respirer. Mais il ne le fit pas.
Au lieu de cela, il sortit de la voiture et l'accompagna jusqu'à l'entrée de l'immeuble, maintenant une distance respectueuse. « Bonne nuit, Claire. »« Bonne nuit, François. » Sur le chemin du retour chez lui, François réfléchit à la soirée qu'il venait de vivre. Il avait découvert des couches de complexité chez Claire qui le fascinaient et l'inspiraient. Plus important encore, il avait découvert des aspects de lui-même qui étaient restés dormants depuis longtemps. Pour la première fois depuis des années, François Mercier était amoureux. Et pour la première fois de sa vie, il ne savait pas exactement quoi faire à ce sujet. Dans les jours qui suivirent, la dynamique entre eux changea subtilement. Il y avait une nouvelle intimité dans leurs interactions, une complicité qui n'existait pas auparavant. François commença à impliquer Claire dans d'importantes décisions stratégiques, sollicitant son opinion sur des cas complexes et valorisant sincèrement ses contributions. Claire, de son côté, commença à montrer plus de confiance en ses capacités. Ses analyses devinrent plus audacieuses, ses suggestions plus innovantes. C'était comme si la conversation de cette nuit-là avait libéré quelque chose en elle qui avait été réprimé pendant longtemps. Mais tout ne passa pas inaperçu des autres employés du cabinet. Dr Henri Vaillant, associé senior et homme conservateur de 60 ans, commença à remarquer les changements dans le comportement de François. « François, dit-il un vendredi matin, entrant dans le bureau sans frapper, nous devons parler. » François leva les yeux des documents qu'il révisait. « Bien sûr, Henri. Que se passe-t-il? »« C'est à propos de votre assistante. » François sentit tous ses muscles se tendre. « Claire, qu'y a-t-il? » « Elle assume des responsabilités qui sont peut-être au-delà de sa fonction. »« Comment ça? » « Hier, je l'ai vue participer à la réunion avec le client Total. La semaine dernière, elle révisait des contrats qui seraient normalement délégués aux avocats juniors. Et les employés commandent le temps que vous passez en réunion privée. » François choisit soigneusement ses mots. « Claire est exceptionnellement compétente. J'envisage de la promouvoir. »« François, » dit Henri, sa voix prenant un ton paternaliste, que François détestait, « vous devez être prudent. Ce cabinet a été construit sur des principes solides de hiérarchie et de professionnalisme. Quand nous commençons à mélanger les catégories, nous pouvons créer des problèmes inutiles. » « Quel genre de problème? Les gens parlent, François. Et quand ils parlent d'un associé principal et d'une jeune employée séduisante, ils supposent rarement que la relation est purement professionnelle. François sentit la colère monter en lui. « Insinuez-vous quelque chose, Henri? Je préviens. Simplement un ami des perceptions possibles. Vous avez travaillé très dur pour construire votre réputation. Ce serait dommage de l'avoir compromise par des malentendus. » Quand Henri sortit, François resta assis en silence pendant plusieurs minutes. La conversation avait touché à ses pires craintes. Que sa proximité croissante avec Claire puisse nuire à la carrière de celle-ci, que les autres voient leur partenariat comme quelque chose de sordide au lieu de reconnaître la valeur authentique qu'elle apportait au cabinet. Mais en même temps, l'ingérence d'Henri l'irritait profondément. L'idée qu'il devrait limiter le potentiel de Claire à cause de commérages et de préjugés allait à l'encontre de tout ce en quoi il commençait à croire. Cet après-midi-là, François prit une décision qui changerait tout. Il appela Claire pour une réunion et, sans détour, lui offrit un poste d'avocate junior avec une augmentation substantielle de salaire et de responsabilité. « Êtes-vous sûr ?» demanda Claire, clairement émue, mais aussi prudente. « Jean, suis absolument certain. Vous méritez cette opportunité et ce cabinet a besoin de votre talent. Et les autres associés, ils vont l'accepter ?» François hésita un instant. « Laissez-moi m'occuper des autres associés. » Quand Claire quitta son bureau cet après-midi-là, elle avait accepté la promotion. Mais tous deux savaient qu'ils entraient en territoire inconnu, où les anciennes règles ne s'appliquaient plus et où chaque pas serait observé et jugé. François était prêt à affronter toutes les conséquences. Pour la première fois de sa vie, il avait trouvé quelqu'un qui valait plus que sa réputation soigneusement construite. La question était, Claire était-elle prête à faire le même choix? La nouvelle de la promotion de Claire se répandit dans le cabinet comme une traînée de poudre. Le lundi matin, quand elle arriva au travail pour découvrir son nouveau bureau, petit mais avec vue sur la ville, François put percevoir les murmures qui la suivaient dans les couloirs. Les employés qui la saluaient auparavant cordialement l'observèrent maintenant avec un mélange de curiosité et de scepticisme à peine dissimulé.
François avait anticipé cette réaction, mais la voir se produire en pratique le dérangeait plus qu'il ne l'avait prévu. Surtout quand il remarqua que Claire avait également perçu le changement dans l'atmosphère. Elle gardait la tête haute et le sourire professionnel, mais François connaissait suffisamment bien ses expressions pour détecter la tension dans ses épaules, la façon dont ses doigts tapotaient nerveusement sur la table pendant les réunions. « Comment vous sentez-vous dans votre nouveau poste ?» demanda-t-il un mardi matin, après qu'elle eut présenté une analyse brillante sur un cas de fusion d'entreprise. « Bien, » répondit Claire, mais sa voix portait une hésitation qui n'échappa pas à François. « C'est différent d'avoir des responsabilités directes sur les dossiers, stimulant. » Mais, elle soupira, baissant légèrement sa garde. « Les gens me regardent étrangement, comme s'ils attendaient que je commette une erreur qui prouve que je ne mérite pas d'être ici. » François ressentit une pointe de culpabilité. « Claire, vous avez gagné cette position par votre propre mérite. Toute personne, un tant soit peu, impartiale peut voir votre compétence. Je le sais, vous le savez, mais les autres... » Elle fit un geste vague vers la porte. « Ils voient une assistante qui a grimpé très vite et commencent à imaginer des raisons. » « Quel genre de raisons ?» Claire le regarda directement et François vit en elle une franchise qui le surprit. « Vous savez exactement quel genre de raisons. » François. L'utilisation de son prénom sans titre formel, combinée à l'intensité dans son regard, créa une tension électrique entre eux. François prit conscience qu'ils étaient seuls dans son bureau, la porte fermée, et que la distance physique entre eux avait progressivement diminué pendant la conversation. « Et cela vous dérange ?» demanda-t-il, sa voix plus basse que d'habitude. « Ce qui me dérange, c'est que... » Claire fit une pause, luttant visiblement avec les mots. « Ce qui me dérange, c'est qu'une partie des rumeurs pourrait être correcte. » Le silence qui suivit était chargé de sens. François sentit son cœur s'accélérer quand il comprit pleinement ce qu'elle avait admis. Il y avait des sentiments sincères qui grandissaient entre eux, et tous deux en étaient conscients. « Claire » commença-t-il, mais il fut interrompu par un coup à la porte. « Maître Dubois ?» La voix d'un des stagiaires résonna depuis le couloir. « Le client du groupe immobilier est arrivé pour la réunion. » Le moment se dissipa, mais la tension demeura. Pendant toute la réunion qui suivit, François se surprit à observer Claire, avec un regard neuf. La façon dont elle articulait des arguments juridiques complexes, dont elle gardait son calme sous pression, dont ses yeux s'illuminaient quand elle trouvait une solution créative à un problème. Elle n'était pas seulement compétente, elle était extraordinaire, et il était éperdument amoureux d'elle. Cette prise de conscience le frappa avec une force qui lui coupa presque le souffle. Pendant des années, François avait construit des murailles émotionnelles si hautes qu'il en était venu à croire qu'il était immunisé contre l'amour. Mais Claire avait trouvé une brèche, et maintenant ses sentiments coulaient à travers comme de l'eau, à travers un barrage rompu. Le problème était que sa passion devenait de plus en plus difficile à cacher. Le mercredi, pendant une visioconférence, avec un client international, Claire présenta une stratégie juridique si innovante que les avocats de la partie adverse demandèrent une pause pour réévaluer leur position. Quand la réunion se termina avec un accord extrêmement favorable pour eux, François ne put contenir un sourire de fierté que tous les présents remarquèrent. « Excellent travail, Claire », dit-il, et il y avait quelque chose dans sa voix qui transcendait l'approbation professionnelle. Dr Henry, qui avait participé à la réunion, observa l'interaction avec les yeux plissés. Après le départ du client, il s'approcha de François. « Nous devons parler maintenant. » Dans le bureau de François, Henri n'a pas perdu de temps en subtilité. « François, cela échappe à tout contrôle. De quoi parlez-vous ? Ne me prenez pas pour un idiot. Toute personne dans ce cabinet peut voir ce qui se passe entre vous deux. » François sentit la colère monter, mais garda sa voix contrôlée. « Ce qui se passe, c'est que j'ai promu une avocate talentueuse qui prouve sa valeur chaque jour. »« François, » soupira Henri, adoptant un ton plus paternaliste, « je vous connais depuis 15 ans. Je vous ai vu garder votre sang-froid dans des situations qui auraient détruit des hommes de moindre envergure. Mais quand vous la... Regardez. Mon Dieu, homme, c'est écrit sur votre visage. Mes sentiments personnels n'affectent pas mon jugement professionnel. Non. Alors expliquez-moi pourquoi une assistante avec 8 mois de présence a été directement promue avocate junior, sautant toutes les procédures habituelles.
Expliquez-moi pourquoi elle dirige des cas que nous confierions normalement à des avocats, avec des années d'expérience. » François se leva, marchant jusqu'à la fenêtre qui donnait sur la ville. En bas, Paris pulsait avec son énergie habituelle, indifférente aux drames humains qui se déroulaient dans les bureaux vitrés. Parce qu'elle est extraordinaire, Henri, parce qu'elle a un esprit juridique qui rivalise avec n'importe qui dans ce cabinet, parce que gaspiller son talent serait un crime, et parce que vous êtes amoureux d'elle. François ne répondit pas immédiatement. Quand il se retourna enfin, son expression était sérieuse, mais déterminée. Et si c'était le cas? Henri parut sincèrement choqué par l'aveu direct. « François, vous ne pouvez pas être sérieux. Pensez à ce que vous dites. Pensez à votre réputation, à la réputation du cabinet. Pensez aux autres clients, aux autres associés. » « J'y pense tous les jours. Et pourtant, Henri, pour la première fois depuis des années, je me sens vivant. Pour la première fois, j'ai trouvé quelqu'un qui me défie, qui m'inspire, qui me fait vouloir être une meilleure personne. François, elle est votre employé. La différence de pouvoir, l'éthique professionnelle. Vous pensez que je ne le sais pas, explosa François, sa voix trahissant enfin la tension qu'il accumulait. Vous pensez que je n'y réfléchis pas toutes les nuits, que je ne remets pas en question chaque décision, chaque regard, chaque conversation. Mais, Henri, quand vous trouvez quelque chose de réel, d'authentique, dans un monde plein de superficialité et de calcul, comment pouvez-vous simplement l'ignorer? Henri resta silencieux un long moment, étudiant le visage de François. Vous parlez d'abandonner votre carrière pour une passion? Je parle de trouver un équilibre, d'être humain au-delà d'être avocat. François, le monde des affaires ne pardonne pas ce genre d'humanité, vous le savez mieux que quiconque. Quand Henri partit, François resta seul avec ses pensées. La conversation l'avait forcé à affronter des réalités qu'il évitait. Ses sentiments pour Claire n'étaient pas simplement une attirance passagère. Ils étaient au profond, transformateurs, et affectaient chaque aspect de sa vie. Ce soir-là, François prit une décision impulsive. Au lieu de travailler tard, comme il le faisait toujours, il quitta le bureau à 6 heures et se dirigea vers l'immeuble de Claire. Il n'avait pas planifié ce qu'il dirait, n'avait pas répété une conversation. Il savait simplement qu'il avait besoin de la voir en dehors de l'atmosphère tendue du bureau. Quand Claire répondit à la sonnette, sa surprise fut évidente. « François, que faites-vous ici ?» « Je voulais parler, loin du bureau, loin des regards, loin de tout. » Claire hésita un moment, puis l'invita à monter. Son appartement était exactement comme François l'avait imaginé. Chaleureux, rempli de livres, avec des plantes aux fenêtres et des photographies de voyage sur les murs. C'était un espace qui reflétait sa personnalité d'une manière que l'environnement stérile du bureau ne pourrait jamais. « Un café », offrit-elle, visiblement nerveuse de sa présence dans son espace personnel. « S'il vous plaît. » Pendant qu'elle préparait le café, François observa les détails de l'appartement. Des livres de droit se mélangeaient à des romans et des volumes de poésie. Une guitare appuyée dans un coin suggérait un autre talent dont elle n'avait jamais parlé. Des photographies montraient une Claire souriante dans divers pays, rayonnant de cette même liberté qu'il avait vue ces nuits où elle dansait aux archives. « Vous jouez de la guitare ?» demanda-t-il quand elle revint avec 2 tasses. « Un peu. C'est un ancien passe-temps. » Claire s'assit sur le canapé, maintenant une distance respectueuse. « François, pourquoi êtes-vous venu ici ?» Il prit une gorgée de café, gagnant du temps pour organiser ses pensées. « Parce que j'ai besoin d'être honnête avec vous. Sur tout. » « Sur quoi spécifiquement ? » « Sur les rumeurs au bureau, sur la pression que vous subissez à cause de la promotion, sur... » Il fit une pause, la regardant directement dans les yeux. « Sur ce que je ressens pour vous. » Claire posa sa tasse sur la table, ses mains tremblant légèrement. « François, laissez-moi finir, s'il vous plaît. » Il se pencha en avant, sa voix chargée d'une intensité qu'il permettait rarement aux autres de voir. Pendant des années, j'ai construit ma vie sur le contrôle, la prévisibilité, l'absence de risques émotionnels. Et ça a fonctionné. J'ai construit une carrière solide, une réputation respectable, une vie ordonnée. Il fit une pause, passant la main dans ses cheveux. Mais alors vous êtes apparu, et pas seulement vous, mais cette version de vous, qui danse seule aux archives, qui brille quand elle discute de droit,
qui a des opinions fortes sur la justice sociale, qui me fait remettre en question tout ce que je pensais savoir sur moi-même. Claire resta silencieuse, ses yeux fixés sur les siens. Je suis amoureux de vous, Claire. Complètement, irrévocablement amoureux. Et je sais que cela complique tout, que cela met votre carrière en danger, que cela peut détruire tout ce que nous avons construit professionnellement. Mais je ne peux plus faire semblant de ne pas ressentir cela. Le silence qui suivit sembla s'étendre sur une éternité. François étudia l'expression de Claire, cherchant un signe de ses sentiments, se préparant à la possibilité d'un rejet. Finalement, elle parla, sa voix douce mais ferme. « François, vous n'avez aucune idée de ce que vous demandez. Est-ce que je demande quelque chose? Vous me demandez de tout risquer à nouveau. Vous me demandez de faire confiance à quelqu'un en position de pouvoir sur ma carrière. Vous me demandez d'ignorer toute l'expérience douloureuse que j'ai eue dans le passé. » François sentit son cœur se briser un peu. « Claire, je ne jamais... » « Non, » l'interrompit-elle se levant et marchant vers la fenêtre. « Vous ne me nuiriez jamais intentionnellement. Je le sais. Mais et si les choses tournaient mal entre nous? Et si ce que nous ressentons maintenant se transformait en ressentiment, en douleur? Qu'advient-il de ma carrière alors? » François se leva aussi, s'approchant d'elle, mais gardant ses distances. « Je ne sais pas. Je ne peux pas promettre que tout sera parfait. Mais je peux promettre que, quoi qu'il arrive, je respecterai toujours votre talent et votre indépendance professionnelle. » Claire se tourna pour lui faire face, et François put voir des larmes briller dans ses yeux. « Et vous, êtes-vous prêt à risquer votre réputation, votre carrière, tout ce que vous avez construit pour une possibilité que cela fonctionne? » « Claire, » dit François, sa voix basse mais déterminée. « Ces derniers mois, vous m'avez montré des aspects de la vie, que j'avais oublié qu'ils existaient. Vous m'avez fait rire, vous m'avez fait réfléchir, vous m'avez fait ressentir. Pour la première fois depuis des années, je me réveille chaque matin avec anticipation plutôt qu'obligation. » Il fit un pas vers elle. « Oui, je suis prêt à tout risquer, parce qu'une vie sans vous serait une victoire vide. » Claire ferma les yeux un moment, luttant visiblement avec ses propres démons intérieurs. Quand elle les rouvrit, elle avait pris une décision. « Je suis aussi amoureuse de vous, » chuchota-t-elle, et cela me terrifie. François sentit l'air quitter ses poumons. « Claire, mais nous ne pouvons pas simplement nous jeter là-dedans sans penser aux conséquences. Il y a trop en jeu. Alors que proposez-vous » Claire réfléchit attentivement, avant de répondre. « Que nous soyons prudents, que nous gardions notre vie professionnelle séparée de notre vie personnelle jusqu'à ce que nous trouvions un moyen de faire fonctionner cela sans nuire à aucun de nous. » François acquiesça, lentement. C'était une approche sensée mais en même temps frustrante. Il voulait pouvoir tenir ses mains, l'embrasser, exprimer physiquement ce qu'il ressentait, mais il comprenait ses peurs et respectait son besoin de prudence. Et cela signifie que nous continuons à travailler ensemble comme des professionnels pendant la journée. Et nous explorons ceci, seulement quand nous sommes hors du bureau. François sourit légèrement. Comme maintenant? Comme maintenant. Ils se regardèrent longuement, et François sentit la tension électrique qui existait toujours entre eux s'intensifier. Lentement, il tendit la main, touchant délicatement son visage. « Puis-je vous embrasser ?» Claire acquiesça. Et quand leurs lèvres se rencontrèrent, François eut l'impression que tous les murs qu'il avait construits autour de son cœur s'effondraient d'un seul coup. Le baiser fut doux au début, presque hésitant, mais s'approfondit progressivement, chargé de mois de tensions non résolues et de sentiments réprimés. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient à bout de souffle. « Cela change tout, » chuchota Claire. « Je sais. » Ils passèrent le reste de la soirée à parler, à se connaître à un niveau qui n'avait jamais été possible dans l'environnement formel du bureau. Claire joua de la guitare pour lui, interprétant des chansons qui révélaient des aspects de son âme qu'elle partageait rarement. François parla de ses rêves abandonnés, du jeune idéaliste qu'il avait été avant que l'ambition ne façonne sa personnalité. Quand François partit finalement, il était plus de minuit, et tous deux savaient qu'ils avaient franchi une ligne dont il n'y avait pas de retour. Les jours qui suivirent furent une montagne russe, émotionnelle. Au bureau, il maintenait une façade professionnelle impeccable,
mais chaque regard échangé, chaque conversation apparemment anodine, était chargée de sous-entendus. François se découvrit à vivre pour les moments où il pouvait être seul. Conversation rapide dans l'ascenseur, réunions qui s'étendaient au-delà du nécessaire, regards complices pendant les présentations. Mais la pression externe augmentait. Les rumeurs s'intensifièrent, alimentées par des employés mécontents et des associés conservateurs. François commença à remarquer des conversations qui cessèrent brusquement quand il s'approchait, des expressions de désapprobation à peine dissimulées pendant les réunions d'associés. La situation atteignit son paroxysme un vendredi, lorsque François et Claire travaillèrent tard ensemble sur une affaire complexe d'acquisition internationale. La tension du travail combinée à l'intimité forcée d'être seul dans le bureau vide créa une atmosphère électrisée. « Je pense que nous avons enfin trouvé la faille dans le contrat », dit Claire, pointant une clause spécifique dans le document qu'ils analysaient. « Vous êtes brillante », répondit François, mais sa voix portait une admiration qui allait bien au-delà du professionnel. Ils se regardèrent, et tous deux réalisèrent que la distance entre eux avait progressivement diminué pendant les heures de travail conjoint. François pouvait sentir son parfum léger, voir les petites mèches de cheveux qui s'étaient échappées de sa coiffure formelle. « François, » chuchota Claire, « nous devrions... »« Je sais, » répondit-il, mais il ne s'éloigna pas. Au lieu de cela, il l'embrassa à nouveau, et cette fois il n'y avait ni hésitation ni prudence. C'était un baiser chargé de tout le désir qu'ils réprimaient, toute la passion qu'ils essayèrent de garder sous contrôle. Quand ils se séparèrent, tous deux savaient qu'ils avaient commis une erreur. Non pas parce que ce qu'ils ressentaient était mal, mais parce qu'ils avaient permis à leurs émotions de déborder dans l'environnement de travail. Quelqu'un aurait pu voir, dit Claire, visiblement troublée. Il n'y a plus personne à cet étage. François, vous ne comprenez pas, si quelqu'un découvre, personne ne découvrira. Mais le lundi suivant, François sut qu'il avait tort. Dr Henry le chercha dès la première heure, arborant une expression que François connaissait bien, le visage de quelqu'un qui avait découvert des munitions contre un adversaire. « François, » dit Henry, fermant la porte derrière lui, « je dois vous dire quelque chose que j'ai appris ce week-end. » « De quoi s'agit-il ? » Le gardien de l'immeuble a mentionné que vous et Maître Dubois êtes restés très tard vendredi, seuls. François garda une expression neutre. Nous travaillons sur l'affaire Multinational Holdings, le délai est serré. J'en suis certain, mais les gens parlent, François. Et quand les gens parlent du comportement d'un associé principal avec une employée, cela devient un problème pour nous tous. Quel genre de problème ? Le genre de problème qui peut affecter la confiance des clients, le moral des employés et la réputation que nous avons mis des décennies à construire. François sentit le piège se refermer autour de lui. Que suggérez-vous, Henri ? Je suggère que peut-être il est temps pour Maître Dubois de chercher des opportunités dans un autre cabinet, pour son bien et pour le nôtre. La suggestion frappa François comme un coup de poing dans l'estomac. Vous me demandez de la licencier ? Je vous demande d'être raisonnable, avant que cette situation n'échappe complètement à tout contrôle. Quand Henri sortit, François resta seul, confronté à la réalisation que son monde soigneusement construit commençait à s'effondrer. Et pour la première fois de sa carrière, il ne savait pas s'il pourrait contrôler le résultat. La question n'était plus de savoir s'il était prêt à se battre pour Claire. La question était de savoir si elle serait prête à se battre à ses côtés quand elle découvrirait le prix que tous deux devraient payer. L'ultimatum arriva un mardi gris de juillet, alors que Paris était enveloppé dans une brume froide qui semblait parfaitement refléter l'état émotionnel de François. Il avait passé tout le week-end à réfléchir aux paroles d'Henri, à peser ses options, à essayer de trouver une solution qui n'impliquait pas de sacrifier Claire ou sa propre intégrité. Mais ce mardi matin, Henri entra dans son bureau, accompagné de Dr Robert Moreau, l'autre associé senior, et François sut immédiatement que le temps des subtilités était révolu. « François, » commença Robert, sa voix portant l'autorité de celui qui avait aidé à fonder le cabinet 30. « En plus tôt, nous devons résoudre cette situation avec Maître Dubois aujourd'hui. »« Quelle situation ?» demanda François, bien qu'il sût exactement de quoi il s'agissait. « Ne faisons pas semblant de ne pas savoir ce qui se passe, » intervint Henri.
Les employés parlent ouvertement de vous deux. Certains clients ont déjà fait des commentaires. Cela affecte l'environnement de travail et notre réputation. François garda un calme extérieur, mais intérieurement, il sentait la colère monter. Et quelle est exactement votre proposition? Robert posa une enveloppe sur le bureau. Nous avons préparé une lettre de démission par consentement mutuel pour Maître Dubois. Indemnité généreuse, excellente référence et un accord de confidentialité qui protège toutes les parties concernées. François regarda l'enveloppe sans y toucher. Vous voulez que je licencie une avocate brillante à cause de commérage? Nous voulons que vous protégiez le cabinet, dit fermement Robert. Et vous-même. François, vous êtes l'un des meilleurs avocats que j'ai jamais connus, mais vous permettez aux émotions de compromettre votre jugement. Mon jugement sur quoi? Sur reconnaître le talent quand je le vois? Sur promouvoir quelqu'un qui le mérite? Sur vous impliquer romantiquement avec une employée, dit directement Henri. Ne niez pas, François. C'est écrit dans chaque regard, chaque geste, chaque décision que vous prenez concernant elle. François se leva, marchant vers la fenêtre. En bas, la ville bouillonnait avec son énergie habituelle, indifférente aux drames personnels qui se déroulaient aux étages, supérieurs des immeubles d'entreprise. Et si je refuse? Alors nous forcerons un vote parmi les associés, répondit Robert. Et vous savez quel en sera le résultat. François connaissait bien les règles du cabinet. En cas de conflit sur des questions affectant la réputation de l'entreprise, une majorité simple des associés pouvait forcer des décisions administratives. Avec Henri et Robert unis contre lui et les autres associés suivant probablement leur leadership, François serait en minorité. Vous avez 24 heures pour décider, dit Henri se levant. Soit elle part volontairement, soit nous forçons son départ. Quand il se retrouva seul, François prit l'enveloppe et l'ouvrit. La lettre était élégamment rédigée, offrant à Claire une indemnité équivalente à 1 an de salaire et des références qui garantiraient son placement dans un autre cabinet prestigieux. Pour tout observateur extérieur, cela ressemblerait à une séparation amicale motivée par des différences de vision professionnelle. François savait qu'il devrait apporter la proposition à Claire, expliquer la situation, peut-être même la convaincre que l'accepter serait le mieux pour eux deux. Ce serait la décision rationnelle, le choix qui protégerait leur carrière et leur réputation. Au lieu de cela, il déchira la lettre en petits morceaux et jeta les fragments à la poubelle. Cet après-midi-là, il appela Claire pour une réunion dans son bureau. Quand elle entra, François vit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Sa posture habituelle de confiance avait été remplacée par une tension défensive, et elle évitait de le regarder directement dans les yeux. « Claire, que s'est-il passé ?» Elle s'assit, gardant les mains fermement croisées sur ses genoux. « François, je dois vous dire quelque chose. »« Quoi donc ?» Ce matin, 3 employés différents ont fait des commentaires sur mon ascension météorique au sein du cabinet. Pendant le déjeuner, j'ai entendu une conversation dans les toilettes où 2 secrétaires spéculaient sur les méthodes que j'ai utilisées pour obtenir la promotion. François sentit la colère brûler dans sa poitrine. « Claire, vous savez que ces personnes... » Et puis, continua-t-elle, sa voix gagnant en force, « Dr Henri m'a approché pour une conversation informelle sur mon intégration dans l'équipe. » Il vous a approché? Il n'a rien dit de directement compromettant. Il a été très subtil. Il a commenté comment des changements trop rapides peuvent créer des tensions inutiles. Il a mentionné que certains collègues étaient préoccupés par la façon dont certaines promotions pourraient affecter le moral général. François se leva brusquement. « Ce fils de... »« François, » l'interrompit Claire, sa voix calme mais déterminée. « Je veux démissionner. » Ces mots frappèrent François comme la foudre. « Quoi ? Je ne peux plus travailler dans cet environnement. Je ne peux pas continuer à être vu comme quelqu'un qui a gagné sa position par des moyens douteux, et je ne peux pas continuer à mettre votre carrière en danger. » Claire, non. Je ne les laisserai pas vous forcer à partir. Elle se leva, aussi, marchant jusqu'à se tenir face à lui. François, soyez réaliste. Tant que je serai ici, il y aura toujours des soupçons, toujours des rumeurs. Et tant qu'il y aura des rumeurs, votre autorité et votre réputation seront remises en question. Je me fiche de ma réputation. Vous devriez vous en soucier. Vous avez passé des décennies à construire votre carrière. Je ne serai pas responsable de sa destruction. François l'observa, voyant la détermination dans ses yeux, mais détectant aussi la douleur qu'elle essayait de cacher.
Il réalisa que Claire avait pris sa décision non seulement pour le protéger, mais pour se protéger elle-même de l'humiliation constante. Et si je vous disais que j'ai trouvé une solution? Quel genre de solution? François n'avait pas planifié ce qu'il était sur le point de dire, mais les mots sortirent avec une certitude qui le surprit. Et si je quittais le cabinet? Claire parut sincèrement choquée. François, vous ne pouvez pas être sérieux. Je suis parfaitement sérieux. Je peux ouvrir mon propre cabinet. J'ai suffisamment de clients qui me suivraient. J'ai le capital pour commencer. François, vous êtes associé principal ici. Cet endroit est votre vie. C'était ma vie. Mais ces derniers mois, j'ai découvert qu'il y a plus dans la vie que simplement le succès professionnel. Claire secoua vigoureusement la tête. Je ne vous laisserai pas faire ça. Je ne serai pas responsable de vous voir jeter tout ce que vous avez construit. Claire, écoutez-moi. François la prit par les épaules, la regardant directement dans les yeux. Pour la première fois en des décennies, j'ai trouvé quelque chose qui vaut plus que ma carrière. Je vous ai trouvé. François. Non, laissez-moi finir. Pendant des années, j'ai défini ma valeur uniquement par le succès professionnel. J'ai pensé que si je contrôlais toutes les variables, si je maintenais une distance émotionnelle de tout et de tous, je serais invincible. Mais vous m'avez montré qu'une vie sans connexions authentiques, sans amour, sans passion, n'est qu'une existence vide. Claire avait les larmes aux yeux. Mais si les choses ne fonctionnent pas entre nous, si vous regrettez d'avoir tout abandonné, alors au moins j'aurais vécu, au moins j'aurais risqué quelque chose pour l'amour, au lieu de passer le reste de ma vie à me demander « et si ?» Ils restèrent silencieux pendant plusieurs minutes, chacun traitant les implications de ce qui avait été dit. Finalement, Claire parla, sa voix douce mais ferme. « François, je vous aime, plus que je ne pensais possible d'aimer quelqu'un, mais je ne peux pas vous laisser détruire votre carrière pour moi. Et je ne peux pas vous laisser sortir de ma vie à cause de préjugés et de commérages. » Ils étaient dans une impasse, tous deux essayant de protéger l'autre, tous deux prêts à sacrifier leur propre bonheur pour le bien de l'autre. Ce fut Claire qui brisa l'impasse. « Alors faisons-le correctement, dit-elle. Je vais quitter le cabinet, mais pas pour fuir. Je vais partir pour recommencer ma carrière de la bonne façon. Je vais retourner à l'université, terminer ma spécialisation, peut-être faire un master. Je vais construire ma propre réputation, basée sur le mérite, pas sur des rumeurs. Claire. Et vous allez rester ici et prouver que vous pouvez séparer votre vie professionnelle de votre vie personnelle. Vous allez leur montrer que votre compétence en tant qu'avocat n'a rien à voir avec vos sentiments pour moi. Et nous? Claire sourit à travers les larmes. Nous allons découvrir si ce que nous ressentons est assez fort pour survivre en dehors de cet environnement. Si nous pouvons construire quelque chose de réel, basé sur qui nous sommes vraiment, pas sur des hiérarchies et des pressions professionnelles. François comprit la sagesse de sa proposition, bien que chaque fibre de son être résistât à l'idée de la voir partir. Combien de temps? Le temps qu'il faudra. 1 an, peut-être 2, suffisamment pour que je reconstruise ma carrière. Car de manière indépendante, et pour que vous prouviez que vous pouvez diriger ce cabinet sans influences extérieures. Ce soir-là, François rédigea sa propre version de la lettre de démission de Claire. Mais contrairement à la version proposée par ses associés, celle-ci soulignait ses contributions exceptionnelles au cabinet et exprimait une sincère attente de futures collaborations professionnelles. Le lendemain matin, quand il remit la lettre à Henri et Robert, leurs expressions de soulagement à peine dissimulées le dégoûtèrent. « Excellente décision, François, » dit Robert. « Je suis sûr que c'est mieux pour toutes les personnes concernées. »« Surtout pour elle, » ajouta Henri. « Maintenant, elle pourra construire sa carrière sur des bases plus solides. » François faillit répondre, faillit exploser avec toute la colère qu'il ressentait face à l'hypocrisie et aux préjugés des hommes devant lui. Mais il se retint. Claire lui avait fait un cadeau en choisissant de partir avec dignité, et il n'allait pas le gaspiller dans des confrontations inutiles. Le 7. Dernier jour de Claire au cabinet fut doux amer. François maintint une distance professionnelle pendant la journée, mais quand tous les autres employés furent partis, ils se rencontrèrent une dernière fois dans son bureau. « Je ne sais pas si je peux faire ça, » avoua François. « Vous pouvez, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et si je vous perds ?» Claire s'approcha de lui, touchant délicatement son visage. « Si ce que nous avons est réel, François,
cela survivra à la distance et au temps. Et si ce n'est pas le cas, alors ce n'était pas aussi réel que nous le pensions. Ils s'embrassèrent une dernière fois dans cet environnement qui avait été le théâtre de tant d'émotions conflictuelles. Quand Claire partit, emportant seulement une petite boîte avec ses effets personnels, François eut l'impression qu'une partie de son âme était partie avec elle. Les mois qui suivirent furent les plus difficiles de la vie de François. Professionnellement, il fonctionnait avec son efficacité habituelle, mais il avait perdu la passion pour le travail. Les réunions qui l'énergisaient auparavant semblaient maintenant vides. Les victoires juridiques qui l'enthousiasmaient autrefois ne lui donnaient maintenant qu'une satisfaction momentanée. Henri et Robert étaient insatisfaits de voir que François était revenu à la normale, mais ils ne pouvaient pas voir que sous la façade professionnelle se trouvait un homme profondément malheureux. François essaya de sortir avec d'autres personnes, de fréquenter des événements sociaux, de reprendre sa vie d'avant. Mais chaque rencontre ne faisait que renforcer combien Claire avait été unique. Les autres femmes semblaient bidimensionnelles en comparaison, leurs intérêts superficiels, leurs conversations prévisibles. Claire, de son côté, s'était inscrite à un programme de master en droits humains à Sciences Po et travaillait à mi-temps dans une ONG qui fournissait une assistance juridique gratuite. C'était exactement le type de travail qu'elle avait toujours voulu faire, mais que les circonstances antérieures l'avaient empêchée de poursuivre. Il ne maintenait pas de contact direct, mais François recevait occasionnellement de ses nouvelles par l'intermédiaire de connaissances mutuelles. Il apprit qu'elle avait présenté un article académique sur le harcèlement en milieu de travail qui avait reçu une reconnaissance nationale. Il apprit qu'elle dirigeait un projet pilote pour réformer le système de signalement des discriminations professionnelles. Chaque nouvelle sur ses succès le remplissait de fierté, mais aussi d'un manque qui semblait grandir au lieu de diminuer avec le temps. Le tournant vint 6 mois après le départ de Claire, quand François se retrouva à travailler tard sur un cas particulièrement complexe de discrimination au travail. Le client était une femme qui avait été systématiquement marginalisée dans son entreprise après avoir dénoncé le harcèlement sexuel d'un supérieur. Alors qu'il révisait les documents du cas, François se rendit compte qu'il voyait la situation à travers les yeux de Claire. Ces questions étaient les questions qu'elle aurait posées. Son approche était influencée par les perspectives qu'elle avait partagées avec lui sur l'injustice sociale et l'abus de pouvoir. À ce moment, François comprit que Claire n'avait pas seulement changé sa vie personnelle. Elle avait changé sa façon de voir le droit, de comprendre son rôle d'avocat, de concevoir sa responsabilité sociale. Le lendemain matin, François prit une décision qui surprit tout le monde au cabinet. Il annonça qu'il créait une nouvelle division spécialisée dans le droit du travail et les cas de discrimination. Ce serait une division pro bono, offrant des services gratuits aux personnes qui ne pouvaient pas se permettre une représentation légale adéquate. « François, » protesta Henri pendant la réunion des associés, « cela n'a pas de sens financier. Pourquoi gaspiller des ressources sur des cas qui ne génèrent pas de revenus ? Parce que c'est la bonne chose à faire, » répondit simplement François, « et parce qu'il y a plus dans le droit que simplement le profit. » La nouvelle division fut lancée 3 mois plus tard, avec une large couverture de la presse spécialisée. François fut surpris par le nombre d'avocats talentueux qui postulèrent pour travailler sur le projet, beaucoup étant prêts à accepter des salaires inférieurs en échange de l'opportunité de faire un travail significatif. Ce fut à travers un article de journal sur le lancement de la division que Claire a pris l'initiative. Elle était dans un café près de l'université quand elle vit la photo de François en première page du Cahier économique, accompagnée d'un titre sur la révolution sociale dans le droit des affaires. En lisant l'article, Claire ressentit un mélange de fierté et de nostalgie. François avait trouvé un moyen d'intégrer des valeurs humaines dans son travail sans compromettre sa position professionnelle. Plus que cela, il utilisait son influence pour créer de véritables changements positifs. Ce soir-là, pour la première fois en mois, Claire envisagea de le contacter, mais elle ne se sentait pas encore prête. Il y avait encore du travail à faire dans sa propre carrière, dans son propre parcours de reconstruction. La rencontre se produisit de façon complètement inattendue 6 mois plus tard. François sortait d'une audience au palais de justice
quand il entendit une voix familière dans le couloir. « Maître Mercier ?» Il se retourna et vit Claire marchant vers lui, vêtue d'un tailleur, professionnel élégant et portant une serviette de document. Elle semblait plus confiante que jamais, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui suggérait qu'elle était aussi surprise que lui par cette rencontre. « Claire, » dit-il, sentant son cœur s'accélérer. « Que faites-vous ici ? Audience pour un cas de discrimination raciale au travail. Je représente la victime à travers l'ONG. » Elle fit une pause, étudiant son visage. « Et vous ? » Cas similaire. Discrimination de genre. Ils rirent simultanément de la coïncidence, et pendant un moment, la tension entre eux se dissipa. « Comment ? Allez-vous ? » demanda François. « Je vais très bien, j'ai terminé mon master le mois dernier. Et vous ? J'ai entendu parler de la nouvelle division. Je suis impressionné. J'ai eu une bonne professeure en matière de justice sociale. » Claire rougit légèrement. « François, avez-vous le temps pour un café ou est-ce trop inapproprié ?» Claire hésita un instant avant d'acquiescer. « Je pense que nous pouvons prendre un café. » Ils allèrent dans un petit café près du palais de justice, loin des environnements d'entreprise qui avaient défini leurs relations antérieures. Pendant 2 heures, ils parlèrent de leur vie, de leurs travaux, de leurs rêves. C'était comme si les mois de séparation leur avaient permis de se connaître d'une nouvelle façon, comme des individus complets, plutôt que simplement comme des collègues de travail amoureux. « Claire, » dit François, alors qu'il se préparait à partir, « vous m'avez manqué, pas seulement romantiquement, mais en tant que personne, en tant que partenaire intellectuel, en tant que ami. Vous m'avez manqué aussi, admit-elle, plus que vous ne devriez. Qu'est-ce que cela signifie pour nous ? » Claire réfléchit soigneusement avant de répondre. « Cela signifie que peut-être il est temps de découvrir qui nous sommes quand il n'y a pas de pressions externes, de hiérarchie ou de secret. Cela signifie que peut-être nous pouvons construire quelque chose basé sur une véritable égalité. » François sourit. « Aimeriez-vous dîner avec moi ? Comme 2 avocats indépendants qui se sont rencontrés par hasard. J'adorerais. » Dans les mois qui suivirent, François et Claire reconstruisirent leur relation sur des bases complètement nouvelles. Il n'y avait plus de hiérarchie professionnelle entre eux, plus de besoin de secret ou de prudence excessive. Ils étaient 2 professionnels respectés qui avaient choisi d'être ensemble par amour authentique. François découvrit que la Claire indépendante et confiante était encore plus fascinante que la femme dont il était tombé amoureux au bureau. Elle avait trouvé sa voie, sa force, sa passion. Claire, à son tour, vit que François était devenu un homme plus complet, qui avait appris à intégrer émotion et raison, ambition personnelle et responsabilité sociale. 1 an après. Leur retrouvaille, ils décidèrent de formaliser un partenariat qui allait au-delà du romantique. Ils combinèrent leurs expertises pour créer un cabinet spécialisé dans la justice sociale et les droits humains, unissant l'expérience d'entreprise de François avec la passion de Claire pour les causes sociales. Le cabinet gagna rapidement une réputation pour son approche innovante, combinant efficacité commerciale et engagement social authentique. Il représentait aussi bien de grandes entreprises sur des questions de responsabilité sociale que des individus dans des cas de discrimination et d'injustice. Henri et Robert furent initialement contrariés quand François annonça qu'il quittait le cabinet pour créer sa propre entreprise. Mais quand ils virent le succès retentissant de la nouvelle entreprise, ils tentèrent de se réconcilier. « François, » dit Henri lors d'une rencontre fortuite dans un événement juridique, « vous avez prouvé que j'avais tort sur beaucoup de choses. » « Merci, Henri. Cela signifie beaucoup venant de vous. »« Claire, elle est vraiment exceptionnelle. Vous avez créé quelque chose de spécial ensemble. » François sourit. « Oui, nous l'avons fait. » 2 ans après leur retrouvaille, lors du lancement d'un projet national de lutte contre le harcèlement, au travail qu'ils avaient développé ensemble, François prit une décision qu'il envisageait depuis des mois. L'événement se tenait à l'Opéra Garnier, en présence d'autorités, d'activistes et de journalistes. Claire venait de terminer un discours puissant sur l'importance de créer des environnements de travail véritablement égalitaires lorsque François monta sur scène. « Merci Claire pour ces paroles inspirantes », dit-il au microphone. « Et merci à tous les présents pour votre soutien à cette cause fondamentale. »
Il fit une pause, regardant directement Claire qui se tenait à côté de la scène. « Mais avant de clôturer cette soirée, il y a quelque chose de personnel que je dois partager. Il y a 4 ans, j'ai rencontré une femme qui a complètement changé ma vie. Elle m'a appris que le succès sans but est vide, que le pouvoir sans compassion est destructeur, et que l'amour véritable est autant un choix qu'un sentiment. » Claire parut surprise mais pas mal à l'aise par la direction que prenait le discours. « Claire Dubois, continua François, descendant de la scène et marchant vers elle, vous m'avez rendu meilleur, un avocat plus conscient et une personne plus complète. Vous êtes ma partenaire dans tous les sens du terme. » Il s'agenouilla devant elle, sous les murmures surpris de l'assistance, et sortit une petite boîte de sa poche. « Voulez-vous m'épouser ? Non pas parce que nous avons besoin de promesses ou de garanties, mais parce que nous choisissons chaque jour de marcher ensemble ?» Claire avait les larmes aux yeux, mais son sourire était radieux. « Oui, » dit-elle, sa voix assez claire pour que toute l'assemblée l'entende. « Oui, je le veux. » Quand François glissa l'anneau à son doigt, l'assistance explosa en applaudissements. Mais pour eux deux, à ce moment, le monde s'était réduit à l'espace entre eux, à l'amour qu'ils avaient choisi de construire ensemble malgré tous les obstacles. 6 mois plus tard, ils se marièrent lors d'une cérémonie simple sur la plage de Pamplonne à Saint-Tropez, entourés seulement de familles et d'amis proches. François portait un costume léger en lin, Claire une robe fluide qui dansait avec la brise marine. Pendant la cérémonie, lorsqu'ils firent leurs vœux personnels, François dit « Claire, vous m'avez appris que le vrai pouvoir ne vient pas de contrôler les autres, mais d'avoir le courage d'être vulnérable. Je promets d'honorer votre force, de soutenir vos rêves et de danser avec vous chaque fois que vous le voudrez. » Claire répondit « François, vous m'avez montré qu'il est possible de recommencer, que le passé ne définit pas l'avenir et que l'amour véritable est autant un acte de courage que d'abandon. Je promets de grandir à vos côtés, de vous défier quand nécessaire, et de vous aimer à chaque moment, faciles et difficiles. » Quand le juge les déclara mari et femme et qu'ils s'embrassèrent avec l'océan comme témoin, tous deux surent qu'ils avaient à trouver quelque chose de rare et précieux. Un amour qui avait survécu à des épreuves, grandi à travers des défis, et s'était renforcé dans l'égalité et le respect mutuel. Ce soir-là, pendant la fête sur la terrasse de l'hôtel, Claire dansa pour François comme elle l'avait fait cette première nuit aux Archives, il y a si longtemps. Mais cette fois, il dansa avec elle, maladroit mais enthousiaste, riant de lui-même et du voyage incroyable qui les avait menés jusque-là. Alors qu'ils dansaient sous les étoiles, avec le son des vagues en arrière-plan et entourés de personnes à qui les aimaient, François et Claire savaient qu'ils avaient construit quelque chose de bien plus grand qu'une romance. Ils avaient construit un partenariat basé sur l'amour, le respect, la croissance mutuelle et un but partagé. Ils avaient prouvé que l'amour véritable ne survit pas seulement aux pressions extérieures, mais qu'il s'en renforce. Que 2 personnes prêtes à se battre pour leurs valeurs, et l'une pour l'autre, peuvent transformer non seulement leur propre vie, mais aussi le monde qui les entoure. Et tandis qu'ils dansaient, tous deux savaient que ce n'était qu'une danse parmi tant d'autres à venir, dans une vie qu'ils avaient choisi de vivre ensemble, avec toute la musique, toute la passion et tout l'amour qu'ils méritaient.